Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue. Nous vous accueillons ce soir pour notre assemblée générale dans les locaux de Technicolor. Nous remercions la direction de Technicolor de nous accueillir, notamment Madame Goulon, donc DRH, que nous allons voir tout à l'heure. Alors je dirais deux idées. Première idée, on réfléchit à l'avenir de faire nos assemblées générales chez nos adhérents. Je pense que nous existons parce qu'il y a des entreprises adhérentes. Le jour où il n'y aura plus d'entreprises, il n'y aura plus de salariés et il n'y aura plus non plus d'ASC35. Donc ça nous paraît important d'être parmi les entreprises adhérentes. Et puis la deuxième idée, c'est que ce local est climatisé, ce qui n'est pas le cas de local de la ST35. Et on aurait eu très très chaud dans nos locaux. Donc on remercie Technicolor pour sa fraîcheur. Donc nous commençons la soirée et je passe la parole à notre président Didier Ramet qui va introduire cette assemblée générale. Merci. Bien. Chers adhérents, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence. Je remercie d'emblée également l'entreprise Technicolor d'avoir accepté de nous recevoir. 2016, c'est la dernière année pleine de ma présidence. Après 10 années, je tiens aujourd'hui ma dernière assemblée générale. Ces 10 années ont passé vite. Au cours de ces années, la ST35 a beaucoup changé, notamment avec la réforme de 2011, qui a permis la montée en puissance de la pluridisciplinarité. Nous avons également opéré une reconfiguration complète de la stratégie immobilière avec la réunion sur le même site de Beaulieu de 8 anciens sites, 4 centres principaux et 4 centres annexes, afin de développer le travail en équipe et améliorer la visibilité du service sur la métropole rennaise. Dans le même temps, le site de Vitré s'est agrandi afin de préparer l'avenir. 2016 fut une année de transition pendant laquelle nous demeurions en attente du nouveau cadre réglementaire. Entré en vigueur par sa parution le 29 décembre 2016 au journal officiel, le décret relatif à la loi travail a engendré des évolutions importantes. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la table ronde proposée plus tard. Un chantier majeur à venir a été lancé en 2016, celui du changement de logiciel métier au sein du système d'information. Ce progrès d'envergure est également né d'une volonté politique de le réaliser au niveau régional pour permettre une convergence des missions et du mode d'organisation des services de santé en Bretagne. Pour 2017, outre le dossier informatique qui va fortement impacter notre activité, le service met en musique la nouvelle réforme. Avec celle-ci, c'est l'aboutissement de la mise en conformité des textes de droit interne par rapport à la directive européenne de 1989 et le développement des actions des services de santé au travail sur la prévention primaire. De ce fait, l'année 2017 connaîtra une accélération de recrutement, notamment des infirmiers santé-travail pour la réalisation des visites d'information et de prévention. Ça s'appellera VIP et initiale et périodique. Toutes ces réalisations conduisent à envisager mon départ avec la perception du travail réalisé et une certaine sérénité pour la ST35. Un regret toutefois, à savoir n'être pas parvenu à faire basculer l'organisation dans le monde numérique qui se dessine, surtout ici. Je laisse donc ce chantier à mon successeur, ainsi que la nécessaire refonte des 3 sites rennais réunis outre le site de Beaulieu, afin que la ST35 puisse correspondre le mieux possible à Rennes Métropole, première zone de développement de nos entreprises. Enfin, je constate avec plaisir que le projet du nouveau système d'information va enfin permettre une collaboration plus active entre les services de santé au travail du département et de la région. Je veux dire merci pour le travail accompli par toutes et tous. J'en suis fier et heureux, du directeur aux médecins coordinateurs, médecins, assistantes, infirmières et l'ensemble des services administratifs et généraux, sans oublier bien sûr les administrateurs. Le tout dans un climat apaisé
élément important et essentiel pour réussir ces mutations permanentes. Je vous souhaite donc une bonne assemblée générale. Est-ce qu'on a les chiffres? Plus que 2? D'accord. Hein? Il n'y a pas de... Je sais, mais quand même, c'est mieux de donner les chiffres. Les membres de la ST35, Service de santé au travail, ont été convoqués à cette Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2017 en conformité avec les articles 9 et suivants des statuts qui régissent l'association. Les convocations ont été adressées par voie de presse le 23 mai 2016, comme en fait foi le journal Ouest France que je dépose sur le bureau. Le voilà. Et voilà ce qu'on attendait. Vous ne voyez pas une pub ou une orientation, c'est le Ouest France où paraissait la publication de l'annonce. La liste de présence indique que 174 entreprises avec un total de 6196 salariés sont présentes ou représentées. Aucun quorum des voix étant exigé pour cette réunion, l'Assemblée générale de ce jour est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. Je rappelle que chaque membre actif de l'Assemblée dispose d'un nombre de voix proportionnel à l'effectif déclaré, à raison d'une voix par 10 salariés ou fraction de 10, étant précisé qu'aucun membre actif ne peut disposer de plus de 150 voix. Article 11 des statuts. Je déclare donc ouverte l'Assemblée générale et je donne la parole au directeur. Merci. Merci, Président. C'est vous, Corinne, qui... Oui, je préfère. Donc, on va commencer par faire le point sur la situation, je dirais, en termes d'adhérents pour l'année 2016, qui reflète l'activité économique et l'évolution économique en 2016. Bon, je vous rappelle que nous couvrons les bassins d'emploi de Rennes, pays de Rennes, et bassin d'emploi pays de Vitré. Donc nous avons la chance au niveau économique, ce n'est pas forcément le cas général, loin s'en faut, d'être sur des zones géographiques qui sont dynamiques au niveau économique et qui sont dynamiques donc au niveau de création d'emplois. Donc nous le retrouvons en termes d'entreprises adhérentes, puisque nous frôlons les 13 000 entreprises adhérentes à l'association, plus 159 par rapport à 2015, ce qui correspond à 165 606 salariés suivis, pour être précis. Vous avez là l'évolution sur plusieurs années du nombre d'adhérents. Et là, donc, l'évolution du nombre de salariés déclarés par les entreprises adhérentes. Nous sommes en croissance permanente, ce qui n'est pas sans nous poser des problèmes, vous le savez, par rapport au temps médical nécessaire pour assurer le suivi, et ceci de manière permanente. Alors, je préciserai qu'au niveau de la région Bretagne, nous sommes plutôt une exception, c'est-à-dire que quand on échange avec nos collègues d'autres services sur la région Bretagne, nous sommes le seul service à progresser ainsi. S'agissant de la taille, il n'y a pas de nouveauté, c'est-à-dire que nous sommes dans la règle des 20-80, 80% des entreprises ont moins de 10 salariés. La répartition par secteur d'activité, on s'aperçoit que nos adhérents sont essentiellement du secteur commerce et services. Les adhérents du secteur industriel représentent moins de 10% des entreprises, mais les entreprises industrielles ont des effectifs supérieurs en moyenne. Donc les entreprises industrielles correspondent à 16,47% des salariés. Et puis, je vous rappelle également que certains employeurs industriels, les plus importants, ne sont pas adhérents à la ST35 puisque la réglementation leur permet, et parfois ils l'ont fait, d'avoir leur propre service de santé, ce qu'on appelle un service autonome. Je pense à entreprises comme Ouest France, comme PSA sur Rennes, Thales, ont leur propre service de santé au travail.
Nous verrons tout à l'heure, je vais aller assez vite parce que tout à l'heure, Mme Toudic, expert comptable, va intervenir pour présenter les comptes. Bon, s'agissant des charges d'exploitation, nous sommes une association, donc nous refacturons à nos adhérents nos coûts de gestion. Et comme je pense la plupart des associations, le principal poste en termes de gestion, c'est les salaires chargés. Il n'y a pas de grosses surprises. Nos ressources sont des cotisations exclusivement de la part de nos adhérents. Nous n'avons pas de subvention. Avec les cotisations qui sont encaissées en début d'année, nous avons des droits d'entrée pour les nouveaux adhérents et puis des majorations qu'on appelait SMR. Et vous verrez tout à l'heure que les SMR, surveillance médicale renforcée, sont devenus des SIR, des surveillances individuelles renforcées, et que leur définition et la liste a changé. On y reviendra tout à l'heure. Toujours sur quelques chiffres, sur l'évolution de la cotisation. Alors on a pris sur la période correspondant au mandat du président. On a essayé, ce qui n'est pas évident dans le secteur de la santé, d'avoir une évolution de nos coûts qui ne dépasse pas l'inflation. Et puis on vous a mis à droite un graphique par rapport à la moyenne nationale des services. On n'a pas pour but d'être forcément moins cher que la moyenne nationale, mais on n'a pas non plus pour but d'être plus cher que la moyenne nationale. C'est un chiffre qu'on met à titre indicatif pour nous situer. Sur le résultat d'exploitation, le but est d'être à l'équilibre. On a connu, pour ceux qui viennent chaque année, on a connu une période où on avait des excédents un petit peu étonnants pour une association qui provenaient pour l'essentiel, je dirais, à la fois d'un accroissement fort des effectifs déclarés par les entreprises et puis des pertes importantes, des départs importants en termes de médecins du travail qui, à l'époque, malheureusement, on n'avait pas su les remplacer. Sur l'évolution du personnel après une phase de décroissance assez forte liée au départ de médecins, depuis 2013, nos effectifs réaugmentent, essentiellement sur les nouveaux métiers. On va vous en parler tout à l'heure avec l'intervention du docteur Renou. Les nouveaux métiers, c'est-à-dire l'arrivée des infirmiers en santé au travail, et puis ce qu'on appelle, nous, les pluridisciplinaires. Madame Pérusse va vous présenter ça. Les métiers autres en termes de prévention, ergonomes, ingénieurs, techniciens, toxicologues, psychologues, et je laisse des points de suspension. Donc voilà le contexte économique de 2016, qui sur nos bassins d'emploi a été un contexte plutôt positif. Voilà la situation de l'association, Mme Toudic va y revenir. Et puis maintenant, on va présenter, je dirais, le cœur de l'activité avec l'intervention de nos médecins en charge de la coordination de l'activité santé au travail. Donc, Madame Renou, je vous passe le flambeau. Vous voulez faire ou je fais comme vous voulez? Non, je vais faire. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je vais vous présenter donc l'activité médicale sur l'année 2016. Alors, ce qui correspond à un effectif en équivalent temps plein médecin de 3 727 salariés. Donc on va dire que c'est une moyenne, puisque en fonction que si le médecin travaille en équipe, c'est-à-dire qu'avec une infirmière, ou seul, on peut dépasser largement les 4 000 salariés par équipe de santé au travail. Le taux de SMR, donc sur surveillance médicale renforcée, est stable par rapport à l'année 2015, puisque aujourd'hui il est de 13,55%, avec une répartition également similaire, puisque le bruit arrive largement en tête, avec 30% de déclarations en SMR. Donc il faut savoir que ce sont des chiffres à partir des déclarations employeurs. Aujourd'hui, le bruit, depuis la réforme de janvier 2017, ne fait plus partie des surveillances médicales renforcées. Vient ensuite donc le travail de nuit, donc 25,5%.
Idem, le bruit ne sera plus en surveillance renforcée. Les travailleurs handicapés avec 15,58%, et ensuite donc les agents biologiques, puis les agents cancérogènes du groupe 1 et 2, vibrations, moins de 18 ans, les rayonnements ionisants, amiante, femmes enceintes et à la marge le plomb. Pour 2016, donc 79 088 salariés ont été convoqués pour un examen médical. Un taux d'absentéisme qui est de 7%. Et donc 73 512 actes ont été réalisés donc, sur cette année 2016, qui englobe donc les visites réglementaires, les examens médico-professionnels donc, qui sont faits par les collaborateurs médecins, puisque aujourd'hui nous avons donc 8 collaborateurs en formation pour obtenir donc, une qualification en médecine du travail, et les entretiens infirmiers, donc à juin 2017, donc nous avons aujourd'hui 11 infirmiers de santé au travail. Alors, comme les années précédentes, on a toujours donc une diminution des visites périodiques. Par contre, les visites non périodiques progressent, ce qui représente quand même 65% de notre activité, à peu près 65% de notre activité médicale. Ces examens non périodiques, donc, ce sont donc les visites d'embauche, les pré-reprises, les visites de reprise et puis les autres visites. Et dans les autres visites, il faut savoir que 61%, ce sont des visites à la demande du salarié. Pour les entretiens infirmiers, donc également, nous avons une petite baisse sur l'année 2016. Alors cette baisse, elle s'explique par le fait qu'il y a eu donc 2 départs d'infirmiers. Un a pu être remplacé. Et nous avons également eu un arrêt maladie prolongé sur cette année 2016. Concernant les pré-reprises, donc stabilité, après une forte augmentation entre 2014 et 2015. Donc ces pré-reprises sont quand même à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale par le biais d'une fiche de liaison qui nous est transmise. Et ce sont des visites qui demandent énormément de temps parce que les situations aujourd'hui sont de plus en plus complexes, tant sur le plan professionnel que sur des pathologies médicales aussi très lourdes. Parce qu'il faut savoir quand même que notre cœur de métier, c'est quand même le maintien dans l'emploi. Donc on passe beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions pour maintenir le salarié sur son poste de travail ou proposer des aménagements ou des mutations sur d'autres postes de travail. Concernant donc le suivi des intérimaires et intermittents du spectacle, pour l'année 2016, donc 7 464 intérimaires déclarés, 5 623 demandes recevables. Quand on dit demande recevable, c'est-à-dire que le bordereau de demande de visite était bien rempli et avec la fiche de nuisance correspondant à la mission occupée par l'intérimaire. Ensuite, c'est le médecin de l'entreprise utilisatrice qui va donc voir l'intérimaire concerné. Donc, 1928 ont pu être honorés pour les salariés intérimaires. Pour le centre médical de la Bourse, donc ce sont les intermittents du spectacle, donc 343 visites médicales réalisées. Donc, pareil, on essaie un effectif stable par rapport à 2015. Les examens complémentaires, donc toujours en tête l'ergovision avec une nette progression, mais qui s'explique par le fait qu'aujourd'hui nous avons changé d'appareil, puisque aujourd'hui nous fonctionnons avec ce qu'on appelle des visiolites, donc qui sont positionnés dans le bureau de l'assistante médicale, et donc ça facilite effectivement des examens très complets. Vient ensuite donc l'audiogramme, 11 578, les examens biologiques pour 3 227. Et sur ces examens biologiques, donc 51%, ce sont des examens de sérologie, notamment pour vérifier donc, l'immunisation hépatite B. Puis scanner, radiographie pulmonaire, nasofibroscopie, dans le cadre de suivi de salariés exposés post-amiante. Les radiographies pulmonaires pour aussi les salariés donc, dans les métiers de la soudure. Et nasofibroscopie, donc pour tout ce qui concerne les salariés exposés aux poussières de bois.
Épreuves fonctionnelles respiratoires, donc 222. Et puis donc d'autres indicateurs biologiques d'exposition, donc qui représentent donc 165 interventions. Alors, pour ce qui est donc des conclusions médicales, donc en termes d'orientation vers d'autres spécialités, donc on est stable, hein, avec toujours en tête l'ophtalmo, puis ensuite la cardiologie. 337 salariés donc, ont été aussi orientés vers les services sociaux, internes ou externes, dont 207 vers le service qui intervient donc, au sein de l'AST35, puisque nous avons une convention qui est passée avec le SSIE. Nous avons aussi également une convention avec un psychologue clinicien donc, qui dépend de Guillaume Régnier. Et donc 130 salariés ont également été orientés vers cette consultation. En moyenne, ils voient quand même 2 fois le salarié pour ensuite nous donner donc un retour. Orientation vers la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, donc pour 874 salariés, soit pour de constitution de dossiers initiaux, ou alors pour des renouvellements de demandes de reconnaissance travailleurs handicapés. Orientation aussi vers le service de pathologie professionnelle pour 89 salariés, donc pour avoir, donc, on va dire, une expertise par ce service de pathologie professionnelle qui éventuellement, lui, peut aussi faire appel à une consultation spécialisée en cardiologie, en neurologie, et donc à ce moment-là, pour notamment surtout dans les avis d'aptitude ou d'inaptitude. Pour ce qui est donc du SIAVD, donc c'est le service interrégional d'appui aux déficients visuels. Nous avons aussi également une convention avec ce service et 5 salariés ont pu en bénéficier. Et puis les autres orientations, donc ce sont vers l'école du dos, vers le centre de réadaptation professionnelle du Patifro ou de rééducation professionnelle, notamment vers le pôle Saint-Hélier. Les maladies professionnelles déclarées, 257, avec pratiquement 80% de titre du tableau 57, un trouble musculo-squelettique. Ensuite, tableau 98 et 97, donc pathologie lombaire. Et puis donc à la marge, tableau 42 pour surdité, 3 déclarations. Pour les maladies à caractère professionnel, donc 60, donc avec 56 en lien avec le risque psychosocial. Et donc ces déclarations interviennent essentiellement dans le cadre de quinzaine MCP. Donc aujourd'hui, là, on est dans cette quinzaine. Donc il y a une quinzaine à l'automne et une au printemps. Et donc un salarié qui vient en visite et qui expose une situation qui pourrait être en lien avec une pathologie professionnelle, notamment RPS, fait l'objet d'une déclaration en maladie à caractère professionnel, qui aujourd'hui ne font pas l'objet d'une indemnisation au titre de tableau de maladie professionnelle. Les conclusions professionnelles, donc heureusement 90% sont déclarés aptes. Pour l'année prochaine, je précise que là, on ne pourra plus faire de comparaison puisque la notion d'aptitude a été complètement modifiée depuis cette réforme de janvier 2017. Ensuite, pour ce qui est donc de l'inaptitude au poste apte à un autre poste, donc ça représente 1,50% des salariés. Et puis apte avec restriction, 2,19%. Donc l'aptitude avec restriction n'existe plus avec la nouvelle réglementation. Et l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, 0,26% des salariés. On est strictement similaire à 2015. Un certain nombre d'actes ne donnent pas lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude. Donc ce sont les entretiens médico-professionnels, mais qui aujourd'hui n'existent plus non plus, les entretiens infirmiers et également les visites de pré-reprise, puisqu'on ne délivre pas d'avis suite à une visite de pré-reprise. Un petit focus sur les inaptitudes par tranche d'âge. Donc la tranche d'âge 40-60 ans, la plus touchée, puisque ça représente 61,6% des avis d'inaptitude. Et ce sont les femmes également qui payent le plus lourd tribut dans ces avis d'inaptitude. On a émis un avis d'inaptitude pour quelqu'un qui avait plus de 70 ans. Mais l'année dernière, on avait fait encore plus fort puisqu'on avait eu 80 ans.
Alors, l'action en milieu de travail, donc le docteur Pérus, il reviendra plus en détail. Donc, pour ce qui est des actions des équipes, hein, on a eu donc 4066 actions réalisées, avec donc intervention donc, des assistants sécurité santé au travail, donc pour 524 interventions. Pour les infirmiers d'infirmiers de santé au travail, donc 189, et puis donc pour le pôle IPRP, 394 interventions. Donc ça se décompose essentiellement en études de poste, hein, pour 39%. Et puis viennent ensuite les visites et des lieux de travail et la présence aussi et la participation au CHSCT pour 13,17%. Donc la réalisation des fiches d'entreprise et puis aussi participation à des enquêtes ponctuelles suite à accident de travail, maladie professionnelle et également maladie à caractère professionnel. Alors, cette diapo, en fait, qui nous donne un aperçu de l'activité d'un nouveau métier, hein, puisque ce sont les assistants de sécurité santé au travail. Donc, sur l'AST 35, donc, nous avons 6 secrétaires qui ont évolué vers ce nouveau métier. Et donc, elles font un premier repérage des risques professionnels, donc dirigés vers les petites entreprises de moins de 20 salariés, en vue donc, de la rédaction de la fiche d'entreprise. Donc, vous avez le détail en fait entre le 2015 et 2016. Hein, donc effectivement, c'est la fiche d'entreprise qui mobilise essentiellement leur intervention, mais c'est également aussi donc faire connaître l'AST 35 pour les nouveaux adhérents. Et puis on va aussi vers les adhérents qui sont chez nous depuis plus longtemps. On a également mis en place une aide méthodologique à la réalisation du document d'évaluation des risques, hein, pour les toutes petites entreprises. Et pour l'année 2016, donc, il y a un groupe de travail qui a lancé une action plutôt dirigée vers les cabinets dentaires, donc pour aider aussi ces entreprises à réaliser leur document d'évaluation des risques avec les risques vraiment spécifiques à ce type d'activité. Pour ce qui est donc des activités connexes, alors ce sont des activités qu'on a du mal à quantifier en temps, je dirais, et en durée, parce que le logiciel aujourd'hui ne nous permet pas de sortir forcément des chiffres et des fiables. Mais on a beaucoup de travail administratif, hein, entre l'élaboration du rapport annuel d'activité, les rapports annuels demandés par les entreprises de plus de 300 salariés, mais également de plus en plus pour des entreprises de moins de 300 salariés qui font partie de gros groupes et qui, au niveau national, demandent à ce que on puisse faire remonter l'activité pour donc en province. Donc on a aujourd'hui 15 groupes de travail actuellement en activité à la ST35, avec donc le maintien dans l'emploi, l'aide méthodologique à l'évaluation des risques, le groupe ADMR, enfin plutôt aide à domicile, hein, puisque ça a évolué, effectivement c'est parti de l'aide à l'ADMR, mais on a évolué par les métiers de l'aide à domicile, le groupe risque psychosocial et puis un groupe soudage. Le groupe poussière de bois est un peu plus en sommeil actuellement. Le groupe de pilotage de la pluridisciplinarité, donc là c'est le docteur Pérus qui va pouvoir vous en parler. Donc c'est un groupe qui se réunit donc toutes les semaines afin donc d'étudier toutes les demandes des médecins du travail pour des interventions en entreprise, donc soit pour des études de poste en vue d'aménagement, soit donc dans le cadre du maintien dans l'emploi, mais également pour des sensibilisations, donc travail sur écran, risques chimiques. Donc c'est vrai que le fonctionnement de ce groupe nous apporte beaucoup, nous, en tant que médecins du travail, et on a aujourd'hui une bonne collaboration avec le pôle des préventeurs au niveau de la ST35. Hors AST35, donc, on nous demande de participer à beaucoup de réunions, hein, notamment ce qu'on appelle le module ARPIGE, qui est piloté par la CPAM. Donc c'est en vue de prévenir la désinsertion professionnelle. Donc ce sont des salariés qui sont
en arrêt de travail et qu'on va orienter vers un module pour pouvoir essayer du coup de les projeter en fait vers le plus souvent vers une réorientation professionnelle, puisque malheureusement pour ces salariés, il y a souvent une inaptitude à la clé. Le groupe prévention du risque suicidaire, le PUP, donc c'est la prévention de l'usure professionnelle. Donc actuellement, il y a un groupe qui est en place sur le pays de Fougères et Vitré. Et pour ce qui est de Vitré, puisque c'est dans notre compétence géographique, donc il y a 3 entreprises qui sont intégrées dans cette démarche. Comité technique du Comité régional de prévention des risques professionnels, qui vient de changer de nom, puisque maintenant il s'appelle le CROCT. Et le CLIN, donc ça concerne les gros établissements de soins sur la région rennaise. La participation également aux enquêtes épidémiologiques avec les quinzaines MCP, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis la participation aussi à l'enquête EvaStress, qui aujourd'hui, je crois qu'on est à... Le docteur Gaillou nous en a parlé l'autre jour au conseil d'administration. Tu peux peut-être me redire, Gérard? Non, c'est pas 46 000, c'est ça? Voilà, 46 000 enquêtes. Au niveau donc, des instances de gouvernance, donc conseil, CMT, commission médico-technique, commission de contrôle et conseil d'administration, donc 7 médecins participent. Donc, ce sont les médecins le plus souvent délégués de secteur. Et puis donc, nous, en tant que médecins chargés de la coordination, nous sommes également invités donc, à participer à ces réunions. Un certain nombre de médecins aussi dispensent des formations dans le cadre de tutorat, donc notamment pour les collaborateurs médecins en formation, mais également pour les internes, puisque nous avons en permanence 2 postes ouverts qui sont depuis maintenant plusieurs années pris par les internes en formation. Donc ce sont des stages de 6 mois et heureusement pour nous, ils restent après à la ST35. La participation à la NIMT, donc c'est l'Association nationale des internes en médecine du travail, donc qui organise un congrès annuel, dans le but aussi donc, de pouvoir faire du recrutement. Et puis les autres rencontres donc avec la MDPH et puis le FAST donc pour les salariés, pour les intérimaires. Voilà, je vais passer la parole au docteur Pérus. Bonjour à tous. Effectivement, moi je vais donc, Dr Pérus, chargé de mission pluridisciplinarité. J'ai donc en charge l'animation d'un pôle, donc le pôle AIST, qui est le pôle d'appui interdisciplinaire, donc en santé au travail. Il est composé de 13 professionnels qui interviennent donc pour tous les médecins et surtout pour tout l'AST 35, bien entendu. Moi j'ai une partie de mon temps qui est attribuée, j'ai un 0,35 effectivement pour animer donc cette équipe, pour faire l'interface entre le pôle médical et cette équipe également et les IPRP, être force de proposition sur des actions particulières également auprès de la direction et également gérer le plan de charge et la vie un peu de cette équipe. Je suis secondée effectivement par une responsable de pôle en partie, qui est également toxicologue industriel, qui fait partie de cette équipe. 6 ergonomes, nous avons au sein du pôle AIST, dont un ergonome qui a des compétences en psychologie du travail. Un ingénieur hygiène-sécurité, 2 techniciens hygiène-sécurité et 2 assistantes qui sont là effectivement pour un peu la logistique et faire le lien aussi administratif entre les médecins, mais également aussi avec vous, les adhérents, les entreprises, quand il y a besoin de venir sur place, et on a souvent des personnes référentes. Voilà. Donc la deuxième diapo est effectivement l'évolution. Donc on a mis sur cette diaporama, vous allez voir sur cette diapo, pardon, l'évolution entre 2010 et 2016. En ligne, sur cette ligne bleue, donc c'est les nouvelles demandes, les demandes qui sont effectuées effectivement par les médecins du travail tout au long de l'année. On a eu 333 demandes effectuées par des médecins du travail. Donc ces demandes sont effectivement analysées
centralisé donc lors du GPP, c'est donc le groupe de pilotage pluridisciplinaire qui a lieu effectivement une fois par semaine, où là nous avons la composition de ce groupe, c'est 3 médecins volontaires qui restent à peu près entre 6 mois et 1 an, donc bien sûr qui font partie de l'AST 35. Moi, j'anime, donc je suis membre permanent, et nous avons un IPRP de chaque sensibilité. Donc, un ergonome, un IPRP donc, de sensibilité hygiène, sécurité, et un IPRP également sur le risque psychosociaux, donc psychologue du travail. Voilà. C'est là, effectivement, donc les médecins, les demandes, elles arrivent d'où? Elles émanent effectivement des médecins, mais elles émanent aussi parce que les médecins sont en contact avec vous, parce qu'effectivement, il y a des relations, il y a des besoins dans différents domaines qu'on va effectivement maintenant, que je vais vous expliquer un peu plus tard. On voit quand même que les demandes augmentent régulièrement depuis pas mal d'années. Donc on voit qu'il y a quand même un besoin de venir dans les entreprises et de faire effectivement et de vous accompagner en milieu et sur le terrain. Voilà. Des études clôturées, donc c'est la ligne rouge. Bon, je ne sais pas si ça peut vous donner des informations. Il y a quand même 260 études clôturées. C'est vrai que donc des études peuvent durer entre 15 jours, 3 semaines, mais elles peuvent aller jusqu'à 6 mois, effectivement, s'il y a un accompagnement important auprès de l'entreprise. Des appuis techniques, c'est la ligne verte, je crois. Voilà, donc les appuis techniques, c'est plus donner des informations aux médecins, donner des informations également aux adhérents, aux employeurs. Il n'y a pas d'action directe sur le terrain, c'est plus de la recherche, plus de recherche documentaire, recherche réglementaire, recherche de solutions également, et à apporter donc pas mal d'expertise et de pertinence dans certains domaines. Voilà, de façon un petit peu plus précise, les différentes sensibilités. Donc tout à l'heure, on parlait d'ergonomie. 111 études ergonomiques donc, en 2016. Elles se répartissent un petit peu en études individuelles concernant des travailleurs handicapés pour 38 et 32 autres études individuelles pour des salariés qui n'étaient pas reconnus travailleurs handicapés. Là, notre rôle majeur est bien sûr le maintien dans l'emploi. C'est pour ça qu'on accompagne effectivement les employeurs, les adhérents ou d'autres représentants donc, des entreprises à trouver des solutions pour maintenir donc les salariés, soit par des aménagements techniques, soit par une réorganisation du travail, enfin, c'est-à-dire vous accompagner effectivement à trouver des meilleures organisations du travail éventuellement. On fait également donc du prêt de matériel également. 32 études collectives. Donc là, c'est un petit peu différent. On ne va pas intervenir directement sur le poste d'un salarié. On va aller soit sur une ligne de production, soit travailler sur un espace de travail, soit intervenir sur une aide à la conception. C'est quelque chose que l'on fait de plus en plus maintenant et qui est très intéressant, c'est-à-dire que bien en amont, on va aider les employeurs, les adhérents à se projeter dans l'avenir, à construire éventuellement ou à imaginer une nouvelle organisation de travail, des nouveaux plans de travail, et ceci en faisant, donc là on réalise une prévention primaire et on imagine et on souhaite, et c'est notre but, et là que dans les années futures, il y a donc beaucoup moins de pathologies puisqu'on sera intervenu en amont. C'est là vraiment le rôle de la prévention et c'est tout notre rôle de préventeur. Des actions de sensibilisation de travail sur écran. Donc ça, c'est des actions qui sont directement centrées sur les salariés. Alors on a 2 méthodes d'intervention, soit sur des entreprises qui ont plus de 50 salariés, c'est pas du tout la même méthodologie, ou des entreprises qui ont moins de 50 salariés. En 2016, on a sensibilisé, 523 salariés ont été sensibilisés sur le travail sur écran, donc c'est-à-dire sur la posture, comment se positionner, comment régler son siège, comment mettre son écran pour effectivement éviter tous les troubles musculo-squelettiques, puisqu'il y en a quand même liés au travail sur écran. Il y a des postures qui ne sont pas toujours adéquates.
Et des accompagnements médecins, ça effectivement c'est un soutien technique. Sur une autre sensibilité, une autre spécificité, l'hygiène et la sécurité. Donc là, effectivement, c'est soit l'ingénieur hygiène-sécurité, soit les 2 techniciens hygiène-sécurité qui vont intervenir sur ce domaine. 40 donc, études de métrologie. Alors, métrologie qui peuvent se décliner en ambiance sonore, c'est-à-dire métrologie sonore, mesure de l'ambiance sonore, 80%. 10% ont été réalisés sur la recherche et l'impact des vibrations sur les salariés, donc ça c'est important aussi. On intervient également pour 7% pour faire éventuellement des prélèvements, donc prélèvements d'atmosphère, soit vis-à-vis de poussière, concentration de poussière, soit à la recherche de produits chimiques effectivement qui peuvent être irritants ou autres. Donc ça aussi c'est intéressant. L'AST s'est doté de pompes de prélèvement, donc on peut accompagner aussi les petites TPE et les autres entreprises, puisque du coup le coût est moindre, puisqu'on a le matériel directement. Des évaluations au risque chimique, des évaluations aussi dans d'autres risques, c'est-à-dire soit par l'analyse des fiches de données de sécurité, soit par effectivement des diagnostics d'agents chimiques dangereux, des ACD, ou l'évaluation d'un risque chimique avec un outil qui est le Colibrisc, donc que je ne sais pas, peut-être que certains ont reçu effectivement cet outil. Tous les produits ont été recensés et en face vous avez les mesures de prévention, les risques, donc c'est assez intéressant à s'approprier pour les entreprises. Les risques psychosociaux, ça représente 29 études. On s'est centré, enfin l'AST s'est centré surtout sur la prévention concernant les risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur la médiation, on n'est pas consultant, on n'est pas audit, donc on fait beaucoup, enfin l'ergonome psychologue du travail fait surtout de l'information, de la sensibilisation aux risques psychosociaux. Il accompagne les médecins également dans cette problématique puisqu'elle est très particulière. Et effectivement, on accompagne aussi les entreprises à construire éventuellement des cahiers des charges s'il y a recours, s'il y a besoin et recours auprès d'un consultant externe. On accompagne également les entreprises sur ce risque qui est particulier quand il y a création du document unique. Le dernier point, c'est la toxicologie. Donc ça concerne plutôt l'ingénieur hygiène sécurité et notre toxicologue qui interviennent donc sur des points assez précis, assez pointus, sur des problématiques particulières et complexes. Donc c'est à peu près la même méthode, soit des diagnostics agents chimiques dangereux ou cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, donc les fameux CMR. Des accompagnements de médecins, puisque c'est souvent des situations très complexes où on recherche éventuellement la substitution ou modifier un peu l'exposition donc, des salariés. Elles interviennent également tous les deux sur des avis techniques soit de ventilation ou autre, ou de conception au niveau de machines, c'est important. On peut faire aussi des métrologies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et des études toxicologiques effectivement sont réalisées. Voilà un petit peu, donc rapidement, parce que il faut faire vite. Donc voilà, rapidement un peu ce que fait le pôle AIST. En dehors de ça, vous avez dû voir à l'entrée des fiches pratiques qui étaient donc pour les adhérents, mais également donc pour bien sûr pour les salariés, mais aussi pour les adhérents. Et c'est effectivement ces fiches pratiques qui sont réalisées aussi par le pôle AIST. Donc pour l'année 2016, il y avait eu choisir son masque respiratoire. Je crois que c'est important quand même, puisqu'il faut savoir comment. C'est très spécifique, c'est très compliqué. Il y avait aussi les bienfaits, mais aussi les contraintes et puis effectivement les difficultés à gérer la messagerie électronique, le droit à la déconnexion. Je crois que ça, c'est important. Donc, on avait fait une fiche pratique là-dessus. Et puis, les registres de sécurité. C'est vrai que pour les petites ou les TPE ou les PME, il n'y a pas forcément dans ces structures de personnes et de salariés qui connaissent un peu la législation et tous ces registres. Donc, sur ces fiches pratiques, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations. Il m'en reste une. Donc, c'est la catégorie des entreprises
pour lequel, effectivement, ont bénéficié donc, des études. Les TPE, donc entre 0 et 9, donc il y a eu 9% d'entreprises, de TPE qui ont été impactées et qui ont bénéficié donc d'une intervention du pôle AIST. Concernant les entreprises entre 10 et 49, 32%. Il faut savoir aussi quand même, et M. Raspail, notre directeur, vous a montré tout à l'heure que c'est surtout les TPE et les PME où c'est à peu près 79%, je crois. Hein. Voilà. Sur les entreprises entre 50 et plus de 300, là, l'intervention est entre soit 54%, soit 5%. Mais les entreprises de plus de 300 ne représentent que 1% pour nous. Donc, vous voyez, c'est pas... On essaye d'aller de plus en plus vers les TPE et les PME. Je vous remercie. Bonsoir, Catherine Toudic, donc je suis l'expert comptable de l'AST. Donc je vais vous présenter le rapport financier sur les comptes au 31/12/2016 avec un petit sommaire. Donc très rapidement, je vais passer sur le premier des supports qui est l'évolution effectivement de vos prestations au niveau de l'AST. Donc effectivement, la cotisation que vous payez au niveau des entreprises, eh bien, elle est calculée en fonction de la masse salariale. Donc le montant de la cotisation est de 0,39% de la masse salariale. C'est le même taux que l'année précédente, en 2015, avec effectivement un plancher et un plafond pour calculer en fonction de l'effectif déclaré. Et cet effectif, effectivement, la tarification a augmenté de 74 à 76 € sur l'exercice 2016 par rapport à 2015. Et la tarification du plafond s'est élevée à 86 € contre 85 € l'année précédente. Donc vous avez effectivement ce premier camembert où vous voyez qu'effectivement la partie bleue la plus représentative, qui est de 69,57%, c'est celle qui correspond au plafond. Donc vous avez effectivement vous faites votre calcul, mais la majorité, donc quasiment 70%, des entreprises adhérentes sont plafonnées à ce forfait de 86 €. C'est relativement stable puisque l'année précédente, on était à 70,32% en 2015. Les autres éléments qui rentrent dans ces cotisations, la deuxième gros fromage, si je puis dire, 20,51% représente les entreprises au plancher, donc au tarif de 76 €. Sur ce graphique, nous faisons une comparaison effectivement de vos produits et charges d'exploitation qui permet de déterminer le résultat d'exploitation. Donc vous voyez que cet exercice se traduit par un résultat d'exploitation positif à 179, contrairement aux 2 années précédentes où il était négatif à moins 75 000 et moins 5 en 2014. Donc vous avez effectivement un retour à l'équilibre d'exploitation sur l'exercice 2016 et ce résultat représente 1,3% des produits. Donc sur le petit graphique en dessous, effectivement, vous avez l'évolution du poids en milliers d'euros de ces charges d'exploitation et des produits d'exploitation. Donc on voit bien qu'effectivement la courbe rouge dépasse le montant de vos charges. Alors, en termes d'analyse du chiffre d'affaires, effectivement, on fait une courbe pour voir le trend du chiffre d'affaires sur plusieurs années. Et là, effectivement, vous voyez qu'on arrive, alors je parle bien de chiffre d'affaires, contrairement à tout à l'heure, on était en produits d'exploitation. Dans les produits d'exploitation, vous n'avez pas que le chiffre d'affaires, vous avez certains autres produits comme des remboursements d'indemnités journalières qui rentrent aussi dans le calcul des produits d'exploitation. Là, on se focalise vraiment sur le chiffre d'affaires de l'exercice qui s'établit à 13 890 000 sur cet exercice contre 13 442 000 l'année précédente. Donc un petit rappel effectivement sur les tarifications qui avaient été appliquées.
Au niveau du support suivant, donc là, l'évolution de la masse salariale, on avait dit que c'était la principale des charges d'exploitation de l'association. Effectivement, ce graphique démontre depuis 2006 l'importance de la masse salariale, puisqu'on arrive effectivement à un total de masse salariale qui représente 78,6% de votre chiffre d'affaires. Contrairement à l'année précédente, on était à 80%. Donc le poids, effectivement, l'effectif qui s'est poursuivi, je précise dans ce support-là, donc il y a toujours une volonté d'augmenter les postes d'infirmiers et les postes de collaborateurs médecins. Eh bien, il y a une progression, mais la progression du niveau du chiffre d'affaires était plus forte. Et donc, cela fait chuter effectivement le poids de la masse salariale sur le chiffre d'affaires. Donc, juste à titre de rappel, effectivement, vous avez eu sur 2016 une progression autant au niveau des postes infirmiers. Donc, la position au 31 décembre, vous avez eu un des graphiques qui vous est fourni dans la plaquette. Nous sommes à 7,3 postes infirmiers en équivalent temps plein contre les 6,4 l'année précédente. Et au niveau des collaborateurs médecins, on a un équivalent temps plein de 7 collaborateurs médecins contre 5,1 l'année précédente, au 31 décembre. Donc là, on ne va pas commander tous les chiffres puisqu'il n'y a pas non plus trop d'intérêt. Là, on rentre dans la partie plus comptable des éléments. Mais vous voyez ce que je vous disais au niveau des produits d'exploitation. Le chiffre d'affaires, c'est le principal produit d'exploitation de l'association qui est en hausse de 3,2%, 430 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire, et qui représente la majorité, effectivement, des produits d'exploitation. Et les charges d'exploitation, donc ce qu'on disait tout à l'heure, le poids de la masse salariale, 10,9 millions. Donc ça, c'est donné en chiffres, qui est effectivement un poids supplémentaire de 135 000 par rapport à l'année précédente, mais qui représente effectivement l'accroissement d'effectifs. Donc je vous ai mis en bas l'équivalent temps plein, puisque c'est ce qui est le plus intéressant. Dans sa globalité, on arrive quand même à une association avec une masse salariale significative à 140 personnes contre 135 l'année précédente. Et donc, enfin, un résultat d'exploitation positif à 179 000. À cette partie résultat d'exploitation, il faut bien entendu rajouter les résultats financiers et le résultat exceptionnel pour arriver, bien entendu, au résultat net. Donc, pour effectivement arriver à un résultat net de 93 000 €. Donc là, on voit 0 l'année précédente, on était à 0, je ne sais plus combien, mais en cas euro, on était à 0. Donc le résultat financier, effectivement, est négatif, donc représente les charges financières liées aux emprunts de l'AST. À titre d'information, il n'y a pas eu d'emprunt nouveau sur l'exercice, donc du coup, une baisse des charges financières liées au remboursement normal des emprunts. Donc moins 14 000 de résultats financiers et un résultat exceptionnel à moins 72 000. Donc là, vous pourriez vous poser des questions par rapport à l'année précédente. L'année précédente, il y avait une opération exceptionnelle de vente d'un des bâtiments de l'AST, qui était le bâtiment de la rue de Dinan. Donc ce qui vous avait généré une plus-value qualifiée de exceptionnelle dans le bilan, effectivement, de toute entreprise. Donc effectivement, on a un impact par contre négatif sur ce résultat exceptionnel cette année qui est représentatif des amortissements dérogatoires, qui est toujours représenté en résultat exceptionnel. Je passerai sur le mode de calcul des amortissements dérogatoires. On ne va pas parler technique ce soir. Donc, en termes de formation du résultat net, vous voyez les trois composantes à la fois. La principale des composantes étant le résultat d'exploitation, qui était négatif sur ces 2 années précédentes et qui est positif sur l'exercice. Donc, c'est les histogrammes bleus, bleu foncé. La partie financière qui est légèrement négative cette année à moins 14 000, donc c'est le bleu ciel qu'on voit très peu à l'écran. Et la partie jaune qui concerne le résultat exceptionnel. Donc, c'est sous forme de graphique, on représente les chiffres, mais vous voyez que il y a quelques années, on était sur un résultat d'exploitation très largement positif, comme l'a dit M. Raspail tout à l'heure. En termes bilanciels, donc là, je vous ai représenté de manière très synthétique les actifs possédés par l'AST, donc qui sont composés principalement
d'actifs dits de long terme, tout ce qui concerne les immobilisations, qui représentent 9,3 millions sur l'exercice 2016 contre 9,7 millions l'année dernière. Vous pouvez vous poser la question, mais ce sont des actifs nets des amortissements. Donc c'est pour ça qu'on a une tendance baissière, avec des acquisitions pour environ 200 000 euros de matériel, comme je vous l'ai mis en bas du graphique, des actifs dits de court terme représentés par les créances clients, et aussi la créance que nous avons sur l'État au niveau de l'impôt société, puisqu'on a effectivement un crédit d'impôt, un CICE, qui est positif de 140 000 euros, qui progresse effectivement et qui représente une créance sur l'État que nous allons effectivement réclamer, bien entendu. Sur la partie financement, donc vous avez effectivement les fonds propres de l'association pour 6,7 millions à comparer aux 6,5 millions l'année précédente. Donc effectivement, les résultats sont classiquement remis en réserve. L'endettement bancaire n'a pas fait l'objet d'emprunts complémentaires, donc une baisse de cet endettement bancaire, et des dettes dites de court terme, représentées par les dettes fournisseurs, les dettes sociales et fiscales, qui sont relativement stables à 2,8 millions. Ces éléments chiffrés sont représentés par ces courbes, donc effectivement avec un fonds de roulement qui représente l'excédent de vos financements stables sur les biens stables, donc les investissements, qui est de 414 000 sur l'exercice. Un montant, donc on a bien vu tout à l'heure, que des dettes de court terme, 2,8 millions, sont supérieures à vos créances à financer de court terme qui sont de 657 000. Cela fait un excédent de financement d'exploitation sur le court terme pour 2 482 000. L'addition de ces deux paramètres, de long terme et de court terme, se reverse dans la trésorerie pour un total de 2,9 millions. Voilà. Je laisse la place au commissaire aux comptes. Bonsoir, messieurs, dames, monsieur le président, mesdames, messieurs. Je n'ai pas de diaporama, j'ai un rapport normé par la compagnie des commissaires aux comptes. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016. Donc, ce rapport porte sur les contrôles des comptes annuels de l'association AST 35 tels qu'ils sont annexés et tels qu'ils viennent de vous être présentés par Madame Toudic, les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. Ces comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration et il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. Donc, nous avons effectué notre audit selon des normes, la compagnie des commissaires aux comptes. On a mis en œuvre des diligences pour vérifier ces comptes. C'est principalement donc des contrôles par sondage, par cohérence de tous les éléments qui justifient donc les montants et informations qui figurent dans les comptes. Nos contrôles consistent également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble de ces comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Notre opinion, c'est que nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. Nous avons également procédé conformément aux normes professionnelles applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations qui sont données dans les rapports qui viennent de vous être présentés. J'ai un deuxième rapport à faire sur les conventions réglementées. Donc, ce rapport porte sur les éventuelles relations qui pourraient exister entre les membres de votre conseil d'administration et l'association. Et c'est un rapport de carence. Nous avons donc mis en œuvre des diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle des commissaires aux comptes pour cette mission. Et nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à votre approbation en application des dispositions de l'article L. 612-5 du Code de commerce.
Donc en clair, ça veut dire qu'il n'y a pas une nouvelle, mais il n'y en avait pas d'ancienne non plus, convention entre des membres de votre conseil d'administration et l'association, et que nous n'en avons pas non plus découvert au cours de notre mission. Voilà. Bien. Je vous propose de passer directement au texte des résolutions, sachant qu'après, il y a une réunion et une discussion avec la table ronde. Donc, les résolutions. Première résolution. Après lecture du rapport moral et d'activité, du rapport financier et du rapport du commissaire aux comptes, l'Assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016, laissant apparaître un bénéfice net de 93 069 et donne quitus aux administrateurs pour leur gestion. Alors, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Oui. Donc, vous notez? Quelle société? Bien, donc la première résolution est acceptée sous réserve d'une abstention. Enfin, qui représente, je ne sais pas combien de voix. Une voix, c'est une voix. Oh, mais c'est une voix, c'est une voix. Hein. Bon, deuxième résolution. L'Assemblée générale décide de porter le bénéfice net de l'exercice 2016 pour 93 069 au contre-report à nouveau. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Oui, ça paraît cohérent quand même, mais bon. OK, donc la deuxième résolution est acceptée sous la même réserve. Troisième résolution. Donc là, on est dans les renouvellements d'administrateurs. L'Assemblée générale ordinaire ratifie jusqu'en juin 2021, date de renouvellement des instances, l'élection réalisée par le conseil d'administration du 8 juin 2017 de M. Patrick Mercier au poste d'administrateur titulaire de l'AST 35. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Monsieur Mercier, vous êtes devenu administrateur à l'unanimité des présents et représentés. Quatrième résolution. L'Assemblée générale ordinaire ratifie jusqu'en juin 2021, la même chose, l'élection réalisée par le conseil d'administration du 8 juin de M. Thierry Legrain au poste d'administrateur titulaire de l'AST. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Non, merci. Il est donc élu. Mais là, il y en a un certain nombre. Hein. Cinquième résolution. L'Assemblée générale ordinaire ratifie jusqu'en juin 2021 l'élection réalisée par le CA du 8 juin 2017 de Mme Nathalie Delhomme au poste d'administrateur titulaire de l'AST 35. Elle est absente également. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Merci pour elle. Sixième résolution. Ratifie jusqu'en juin 2021 l'élection réalisée par le CA du 8 juin 2017 de M. Christophe Gégou au poste d'administrateur titulaire de l'AST 35. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci, M. Gégou est administrateur. Septième résolution. L'Assemblée générale ordinaire ratifie jusqu'en juin 2021 l'élection réalisée par le CA du 8 juin 2017 de M. Éric Dumotet au poste d'administrateur titulaire de l'AST 35. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Monsieur Dumotet, vous êtes devenu administrateur permanent de l'entreprise pour les 3 années à venir. Huitième résolution. Toujours ratifie jusqu'en juin 2021 l'élection réalisée par le conseil d'administration du 8 juin 2017 de M. Philippe Leporcher au poste d'administrateur titulaire de l'AST 35. Y a-t-il des oppositions?
Y a-t-il des abstentions? Merci. Puis M. Philippe Le Porcher est donc élu administrateur. 9e résolution. Toujours jusqu'en juin 2021, l'élection réalisée par le CA du 8 juin 2017 de M. Stéphane Beurier au poste d'administrateur suppléant, là c'est suppléant, de la ST35. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci, M. Beurier, vous êtes administrateur suppléant. 10e résolution. Toujours jusqu'en juin 2021, élection réalisée par le CA du 8 juin 2017 de M. Karim Khan au poste d'administrateur supplément de l'AST 35. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc M. Khan est bien nommé administrateur suppléant. Également, jusqu'en juin 2021, l'élection réalisée par le CA du 8 juin 2017 de Maître Philippe Olive au poste d'administrateur suppléant de la ST35. Y a-t-il des refus, des abstentions? Merci pour lui, il est nommé. L'Assemblée générale ordinaire également ratifie, c'est le dernier, jusqu'en juin 2021, l'élection réalisée par le CA du 8 juin 2017 de Mme Anne-Sophie Kiger au poste d'administrateur supplément de la ST35. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Mme Kiger est bien nommée. Alors, on a cette année la réélection de tous les administrateurs parce que la loi nous a amené, il y a 3 ans ou 4 ans, 4 ans, à réélire un conseil d'administration complet. Alors que précédemment, tous les ans, il y avait un tiers des administrateurs qui étaient renouvelés, ce qui était plus simple à faire. Là, il faudrait, lors peut-être d'une assemblée, retrouver ce système-là qui était quand même plus facile à gérer. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole. Merci, Président. Nous sommes effectivement une association bizarre, puisque nous sommes une association loi 1901, et on l'a vu, nous sommes fiscalisés comme une société commerciale. Nous sommes une association patronale, et nous avons la moitié du conseil d'administration qui est composé d'administrateurs salariés désignés par les syndicats de salariés, et l'autre moitié qu'on vient de voir, là désigné par les employeurs et soumis à l'Assemblée générale. Mais la France raffole de ces statuts dérogatoires et de ces organisations juridiques complexes qui font la joie et les plaisirs des juristes.